Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette webconférence du mois de février. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal, bonjour à tous et bienvenue. Alors, au programme aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon sur les minima de salaire. L'objectif étant eh bien de bien identifier où l'on peut trouver les minima de salaire selon évidemment la convention collective que l'on applique. Alors, comme d'habitude, cette webconférence est enregistrée. Vous la retrouverez sur notre chaîne, la chaîne YouTube d'Audience, et le support sera disponible sur le site audience.org dès demain. Vous avez sur la partie droite de votre écran une zone où vous pouvez poser vos questions et on tâchera d'y répondre à l'issue de cette petite demi-heure que l'on va passer ensemble. J'ai rien oublié, Philippe? Tout est bon, tu as tout dit, on peut démarrer. Ça marche. Et donc, je vais partager mon écran. Tac. Est-ce qu'on est bon? C'est en train de s'afficher, ça tourne. Je pense que ça va arriver. On va patienter une petite seconde ou deux. Voilà, c'est bon, ça s'est affiché, on peut y aller Pascal. Bon, ça prend un peu de temps, parfait. Allez, on y va. Donc, comme d'habitude, on essaye de structurer un petit peu notre pensée avec un plan que l'on vous propose. Premier point, les 3 minima. Nous allons voir ensemble quels sont les 3 minima, pour le coup, de salaire. Ensuite, on va plonger un peu dans les textes pour voir comment on identifie précisément les minima de salaire, plus précisément les minima conventionnels. Ensuite, on se rappellera les règles concernant l'extension des textes conventionnels. Et puis, à la fin, on vous proposera 2-3 petits cas particuliers et nous basculerons ensuite sur la zone de chat où on tâchera de répondre aux questions. Alors, les 3 minima. Il y a 3 minima de salaire. Quand on négocie, quand on a des salariés, il y a 3 informations que l'on doit avoir en tête. Le premier, c'est ce qu'on appelle le minimum légal. Il est depuis 1970, ça s'appelle le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est le minimum légal. Bien, pour mémoire, si on faisait un petit tour d'horizon dans la salle, eh bien, je pense que la majorité d'entre vous pourrait dire le SMIC à ce jour est de 11,88 € brut de l'heure. On y revient tout à l'heure. Bien, premier minimum, donc, la loi. Deuxième minimum, c'est le minimum qui est posé par la convention collective au regard des grilles de salaire et des postes qui sont classés dans telle ou telle convention collective. C'est le minimum conventionnel. Bien. Et puis le dernier minimum, hein, les 3 minima de salaire, eh bien, c'est le minimum qui a été négocié dans le contrat de travail, le minimum contractuel. Hein. Il peut être différent du minimum conventionnel, on imagine un peu supérieur. Donc, on a bien potentiellement 3 minima, légal, conventionnel et contractuel. Bien. On reste sur ces 3 notions. Que pensez-vous de cette présentation de ces 3 minima? Est-ce que le minimum contractuel, celui qui a été négocié dans le contrat de travail, est-ce qu'il peut être égal au minimum conventionnel, lui-même égal au SMIC? C'est un sujet, ça. Alors, en théorie, oui. Imaginons que dans une convention collective, il y ait un poste sur lequel les minima de salaire, le minimum de salaire n'ait pas été réévalué par rapport à l'augmentation du SMIC et que de ce fait, le minimum contractuel qui était égal au minimum conventionnel, eh bien, de fait, soit égal au SMIC. Donc oui, c'est possible dans cette situation-là. La plupart du temps, les partenaires sociaux au sein des conventions collectives eh bien, font attention à effectivement réajuster les minima conventionnels pour, dans tous les cas, ne pas être en dessous du SMIC et, dans le meilleur des cas, être plus élevé que le SMIC. Voilà. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, juste pour que l'on appréhende au mieux ces sujets.
Alors, un petit mot sur le SMIC. 3 points. Le SMIC, donc salaire minimum interprofessionnel de croissance, ça signifie que c'est un minimum qui est commun à l'ensemble des professions. Premier point, le SMIC s'exprime en valeur horaire et brute. Le salaire brut, on se rappelle que c'est le salaire net plus les cotisations à la charge du salarié. C'est ça le salaire brut. Pourquoi c'est négocié en brut? Bien pas parce que le brut appartient au salarié, étant donné que dans le salaire brut, il y a les cotisations salariales. Bien. Deuxième point, le SMIC est revalorisé en fonction de l'évolution du coût de la vie. Il y a une formule particulière qu'on va s'épargner là, mais qui fait que selon l'évolution de l'inflation notamment, eh bien, le SMIC est réévalué de manière automatique. Et puis, pour info, troisième point, le gouvernement peut, à son initiative, donner ce qu'on appelle communément un coup de pouce pour réévaluer le SMIC. Ça fait quelques années que ce coup de pouce n'a pas eu lieu. Bien. En cas d'augmentation du SMIC, de par l'évolution du coût de la vie, l'employeur doit automatiquement ajuster le salaire du salarié si celui-ci passe en dessous du seuil du SMIC. C'est évident, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Voilà, sur le SMIC. Ah, on a une petite question à l'écran. Que faire si le minimum conventionnel est sous le SMIC? C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Déjà, les partenaires sociaux font en sorte de réévaluer les salaires dès lors qu'ils passent sous le SMIC suite à son évolution. Mais dans tous les cas, l'employeur doit de lui-même, si la situation arrivait, eh bien, réévaluer le salaire et le remettre au minimum au niveau du SMIC. Nous parlons minima conventionnels. On se permet, Philippe et moi, de rappeler les principales conventions collectives que l'on retrouve dans les différents secteurs du spectacle. Dans tous les cas, les conventions collectives qui permettent l'embauche d'artistes et de techniciens intermittents du spectacle. Alors, convention collective de la production audiovisuelle, de l'édition phonographique, la convention collective des films d'animation, les deux conventions collectives du spectacle vivant, que ce soit la branche des entreprises artistiques et culturelles ou la branche des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, la branche bien sûr des prestataires techniques, de la production cinématographique ou encore de la télédiffusion ou encore radiodiffusion. Bref, il y a les 10 champs conventionnels du spectacle. Bien. Et donc, on rappelle bien que dès lors que l'entreprise a son activité principale dans l'une de ces branches, eh bien, l'application de la convention collective est obligatoire. Pourquoi? Parce que toutes ces conventions collectives ont été étendues. Voilà pour le petit rappel. Alors, deuxième partie, où trouver ces fameux minima conventionnels? Alors, vous me direz, dans les conventions collectives, oui, évidemment. Allons un petit peu plus loin dans le détail. Alors, les conventions collectives, pardon, on peut les trouver concrètement dans 3 endroits. Premier point, évidemment, le site internet legifrance.gouv.fr, deux étapes. Première étape, je choisis la convention collective que je recherche et une fois que la page s'est ouverte, je vais tout en bas de la page et je trouve le dernier avenant salaire, c'est le dernier texte négocié par les partenaires sociaux de la branche qui vise les salaires. Bon, classique. Ensuite, on a 2 autres endroits où l'on peut trouver les conventions collectives. Ces 2 autres endroits sont soit le site de l'une des organisations professionnelles signataires de la convention collective que l'on recherche, ou encore le site internet de l'un des syndicats de salariés signataires de la dite convention collective. Très souvent, voire systématiquement, le texte, le corps de la convention collective est en ligne et les minima de salaire, les derniers, mais pas que, sont souvent en ligne. On peut aussi aller les identifier et les regarder sur ces sites internet. Le point d'attention, c'est, quand on va chercher les minima de salaire, c'est de prendre en compte
le dernier avenant salaire qui a été négocié et pas celui de 1998, qui est sans doute intéressant historiquement, mais qui ne va pas nous servir en 2025. Alors, comment les choses sont structurées? Dans chaque convention collective, vous savez, donc l'idée c'est, avant d'aller bien regarder les minima de salaire, regardez comment les choses sont structurées pour nous faciliter la vie. Premier point, dans chaque convention collective, les emplois, les fonctions, les métiers sont évidemment indiqués, ils sont spécifiques à chaque secteur. On a par exemple, les métiers techniques ne sont pas les mêmes dans la branche des prestations techniques et dans la branche du spectacle vivant. Bien. Donc les emplois pour chaque branche sont identifiés, ils sont classés. Et les minima sont négociés par emploi. Hein, c'est la raison pour laquelle il faut, avant de chercher un minima de salaire, il faut identifier l'emploi en question. Si on prend comme exemple, ça va être un petit peu notre fil directeur là, sur les vignettes qui vont suivre. Si l'on prend comme exemple la convention collective du secteur privé du spectacle vivant, vous savez, l'une des deux conventions collectives du spectacle vivant. Le titre 6, intitulé « Grille des emplois, classification salaire », eh bien, nous indique bien à un endroit, dans un des articles du titre 6, la grille des emplois, la classification, donc les emplois sont identifiés, ils sont nommés, ils sont classés, et on a un dernier article, l'article salaire, qui liste les minima par emploi. Voilà un exemple de présentation, mais c'est souvent dans les conventions collectives présenté de la même manière. Rentrons un petit peu plus dans le détail. L'article 6.1, nous sommes toujours dans la convention collective spectacle vivant privé, nous dit: la liste des emplois par filière est définie dans l'article suivant. Les salariés sont recrutés dans l'un des emplois figurant dans les différentes catégories d'emplois et filières prévues dans la grille de classification. Bon, très bien. Allons voir ces articles. Catégories et filières, article 6.3. Dans cette convention collective, il est indiqué que les emplois sont organisés en 4 filières qui correspondent à une classification professionnelle, les 4 filières étant artistes et artistes-interprètes, emplois techniques, emplois administratifs et commerciaux et emplois spécifiques cabaret. On rappelle que dans la convention collective du spectacle vivant privé, il y a 6 annexes et l'annexe 3 vise notamment les cabarets qui ont des emplois un petit peu particuliers. C'est pour ça, sans doute, que cet article 6.3 que l'on a sous les yeux, c'est pour ça qu'il identifie de manière particulière, de manière distincte, les emplois spécifiques de cabaret. Soit. Article suivant, article 6.2. Cet article classe les emplois par catégorie professionnelle. Et donc, les emplois, je lis, répertoriés donc dans chaque catégorie et filière, sont répartis en fonction de critères classants ayant la même importance, ces critères étant l'autonomie nécessaire pour le poste, la responsabilité, la compétence et la formation. Et donc, les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris tous les emplois des différentes catégories et filières et ils les ont classés au regard de ces 3 critères. Et ce classement, schématiquement, il renvoie, vous le savez, aux catégories cadres et non cadres, d'une part, mais aussi il renvoie au minima de salaire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un emploi de catégorie 2 qui correspond à une catégorie de cadre, le minimum de salaire, on peut imaginer qu'il doit être plus élevé qu'un emploi de catégorie 7. Voilà comment les choses sont structurées, en l'occurrence dans cette convention collective, mais encore une fois, même si la présentation peut être différente dans une autre convention collective, la finalité reste la même. On liste des emplois, on les classe, et ensuite on a des minima de salaire par classification. Je reste toujours sur la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Voilà. Je suis donc là, c'est une copie d'écran sur Légifrance. Tout en bas de la page, j'ai les derniers textes salaires. Voilà, les voici. Et à ce jour, sauf erreur, le dernier texte salaire négocié par les partenaires sociaux de cette branche date
du 25 janvier 2024, d'accord? Et donc, c'est cette page-là que je dois aller ouvrir pour voir quels sont les minima de salaire. Alors, allons les voir. Voilà. On a noté quand même un petit point d'attention. Je vous rappelais tout à l'heure que dans la convention collective du spectacle vivant privé, il y avait 6 annexes qui répondaient à des activités particulières, théâtre privé, les tourneurs, les cabarets, le monde du cirque. Si vous relevez de la convention collective du spectacle vivant privé, identifiez bien l'annexe dont vous relevez avant d'aller regarder les minima de salaire, ça va vous simplifier la vie. Nous avons pris un exemple qui est l'annexe 1 donc de cette convention collective. Nous sommes toujours dans le dernier avenant salaire en date. L'annexe 1 qui renvoie finalement aux exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques ou musique classique. Et plus précisément, eh bien, on a pris comme exemple le secteur du théâtre. Voilà comment, dans Légifrance, la grille de salaire est présentée, une grille de salaire donc négociée par les partenaires sociaux. On prend un exemple, un poste d'artiste dramatique au sein de l'annexe 1, donc dans le secteur du théâtre. Alors voilà, regardez comment les choses sont présentées. On a un tableau avec 2 entrées. Sur les lignes, on va avoir des minima qui vont être différents selon la taille de la salle. Vous le voyez, salle jusqu'à X places, jusqu'à Y places, etc. Et puis dans les colonnes, on va avoir là aussi des minima de salaire différents selon le nombre de représentations sur une période de, en l'occurrence, 3 mois ou 90 jours calendaires. Et puis sur la dernière colonne, tout à droite, on a le salaire minimum mensuel dans le cas de figure où l'artiste dramatique serait embauché au mois. Donc on peut imaginer soit mensualisé, soit dans le cas de figure, comme c'est indiqué, où il y aurait 24 représentations dans le mois. Voilà une lecture précise. Un tout petit peu plus bas, toujours pour nos artistes dramatiques, il y a un point concernant les rémunérations minimales pour les répétitions. Voilà. Qu'est-ce que nous dit le texte? Eh bien, le texte nous dit que les répétitions sont déclarées au cachet. C'est la règle, hein, les artistes sont payés au cachet, vous le savez, sauf bien sûr ceux qui seraient mensualisés. Et le texte nous dit pour 1 ou 2 services de répétition par jour, selon les cas suivants, un service unique d'un maximum de 4 heures, salaire minimum 83 €, donc un cachet, ou 2 services d'une durée maximale cumulée de 6 heures, salaire minimum 83 €, ou encore un service de répétition auto-horaire, qui est la traduction, est de 13,83 €. Donc là, le cas de figure où, par exemple, le metteur en scène décide de faire une répétition de 2 heures. Ok, ben dans ce cas-là, il y aura 2 fois 13,83 €. J'insiste bien, l'exemple que vous avez à l'écran concerne 1, l'artiste dramatique et 2, l'artiste dramatique au sein d'une entreprise qui applique l'annexe 1. Minima étendus ou non étendus, alors je pense que là c'est un petit rappel sur les mécanismes d'extension de la convention collective et donc l'extension de les avenants à une convention collective. On la joue avec les petits schémas. Regardez bien. Premier point, j'identifie ma convention collective. Deuxième point, j'identifie l'emploi de mon salarié, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dans les classifications, dans les grilles de salaire. Je vais bien sûr regarder le dernier avenant relatif au salaire, pas de problème, je l'ai identifié. Et à partir de là, 2 situations. Première situation, cet avenant n'a pas été étendu. Ça veut dire que, pour le moment, le ministère du Travail n'a pas rendu un arrêté d'extension rendant obligatoire l'application de ces minima pour vous, entreprises, qui ne seriez pas adhérentes de l'organisation patronale signataire. En clair, ça veut dire, sur la partie gauche, pour un avenant non étendu, si vous êtes adhérent d'une organisation patronale signataire de l'avenant, donc signataire de la convention collective, vous avez l'obligation d'appliquer ces minima, quand bien même ils ne sont pas étendus. Deuxième situation, vous n'êtes pas adhérent,
de l'organisation patronale signataire de la Convention, vous n'êtes pas tenu d'appliquer ces minima parce qu'ils ne sont pas étendus. A contrario, bien sûr, dès lors que l'avenant a été étendu, dès lors que le ministère du Travail a signé un arrêté d'extension et qu'il est paru au journal officiel, eh bien, vous avez l'obligation, quelle que soit votre situation au regard de l'organisation patronale signataire, vous avez l'obligation d'appliquer les minima négociés. Cette vignette, c'était un rappel. Hein, je sais que la majorité d'entre vous maîtrise ce mécanisme. On termine avec quelques cas particuliers, quelques questions. Allez, on y va. Première question. On peut se poser la question de savoir ce que l'on doit faire si l'emploi, si vous embauchez quelqu'un sur un poste qui n'est pas répertorié dans la convention collective. Alors, déjà, premier point, on peut se dire, c'est un peu bizarre, parce que normalement, dans les conventions collectives, il y a la liste des emplois liés à l'activité de la convention collective. Cependant, il est possible, alors uniquement pour des emplois permanents, parce que vous savez que pour les emplois techniques, recrutés en CDDU, les emplois d'intermittents du spectacle, pour les emplois techniques, on a des listes d'emplois qui sont figées, on ne peut pas en inventer. Mais pour des emplois permanents, il peut arriver que l'intitulé de la fonction ne soit pas référencé tel quel dans la convention collective. Dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est vous devez identifier finalement l'intitulé de fonction qui est dans la convention collective, qui se rapproche le plus du poste pour lequel vous recrutez quelqu'un, et du coup d'appliquer les dispositions conventionnelles, le minima de salaire de ce poste qui est donc le plus proche. Première possibilité. Deuxième question, que faire si, pour le poste occupé, il n'y a pas de minima? Ça rejoint notre première question. Vous devez là aussi identifier le poste le plus proche, mais on peut l'interpréter autrement, cette question. Que faire si, pour un poste précis qui est dans la grille de classification, que faire s'il n'y a pas de minima négocié? Je vous donne un exemple qui me vient en tête, c'est le poste de réalisateur dans la branche de la production audiovisuelle. La convention collective de la production audiovisuelle, parmi les métiers, liste évidemment le métier de réalisateur, on s'en serait douté. Eh bien, dans la grille de classification et dans les minima de salaire, pour le réalisateur, il est topé HN, hors niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les partenaires sociaux, pour ce poste de réalisateur, très précisément, n'ont pas négocié de minima de salaire. C'est donc une négociation de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Il n'y a pas de minima imposé. Dans les faits, on se doute bien que l'usage veut que les réalisateurs aient des niveaux de salaire bien supérieurs au SMIC, mais pour autant, il n'y a pas d'obligation conventionnelle. Dernière petite question. On peut entendre ça. On peut se dire, mais le cachet, le minimum, ne doit-il pas toujours être au moins égal à 12 SMIC horaires? Alors, à quoi on fait référence quand on entend le chiffre 12? Évidemment, on fait référence à la règle de France Travail qui traduit les cachets des artistes du spectacle en 12 heures pour la comptabilisation des 507 heures. Vous savez, les artistes et les techniciens, pour qu'ils puissent ouvrir des droits au régime d'assurance chômage qui est le leur, il faut qu'ils aient fait sur une période de 12 mois 507 heures en tant qu'artiste ou en tant que technicien. Bien. Les artistes étant payés au cachet, eh bien, France Travail a dû trouver une solution pour traduire les cachets en heures. La réglementation dans l'annexe 10, annexe à la Convention générale de l'UNEDIC, la règle dit que un cachet est traduit en 12 heures. Mais ça, c'est la règle de France Travail. C'est la réglementation au sein de l'annexe 10, annexe à la Convention générale de l'UNEDIC. Il n'y a aucun rapport avec la réalité, aucun rapport avec le temps que va passer l'artiste sur scène ou en répétition. C'est une formule de calcul qui est celle de France Travail et qui doit rester, si je puis dire, à France Travail. Donc, il n'y a pas de rapport, si vous voulez, entre le minima de salaire négocié au sein d'une branche
pour un musicien par exemple, et cette notion de 12 SMIC horaires. On est sur deux choses qui n'ont rien à voir. Voilà, les trois petits points d'attention que l'on voulait mettre en avant. Alors, avant de passer sur les questions-réponses, on rappelle donc que le support sera mis en ligne dès demain sur le site Audience et que vous retrouvez sur la chaîne YouTube d'Audience toutes les webconférences que j'ai eu le plaisir d'animer avec Philippe, principalement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les revoir, elles sont là pour ça. Voilà. Alors, on va basculer sur le chat. Philippe, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors j'ai mis deux questions en favori. Une question notamment de Camille à 10h19 sur les services de 4 heures ou de 3 heures. Ok. Alors sur les questions des répétitions. Alors, dans les répétitions, dans le secteur du spectacle, on parle fréquemment de services de répétition. C'est du vocabulaire propre au secteur. Bien. Les conventions collectives peuvent dire quand un service de répétition est organisé, dans la danse, dans la musique, dans le théâtre, les choses sont précisées en amont, les conventions collectives peuvent dire, bon, un service de répétition, c'est 3 heures ou 4 heures. Ça veut dire que quand on convoque les artistes pour un service de répétition, on sait que le service commence par exemple à 14 heures et que du coup, il est censé se terminer au plus tard à 18 heures pour un service de 4 heures. Et ça, c'est distinct, si vous voulez, de la rémunération, la rémunération qui va être fixée dans la convention collective pour ce service, étant donné que, sauf un cas très précis dans la branche des entreprises artistiques et culturelles, sauf dans un cas très précis, donc, les services sont rémunérés au cachet. C'est donc un forfait. Ça signifie que, si je reprends mon exemple, les artistes sont convoqués à 14 heures parce qu'il y a un service de répétition de 4 heures, comme le prévoit la convention collective. Si le metteur en scène, au bout de 2 heures, dit « Bon, bah, écoutez, c'est bien, on s'arrête. Allez, il est 16 heures, on s'arrête, on a bien travaillé, finalement, c'est bon. » Le service sera dû. C'est-à-dire la rémunération sera due, la rémunération forfaitaire qui était prévue pour le service sera due, quand bien même on n'a pas été au bout des 4 heures. Voilà pourquoi ça renvoie là aussi à une sorte de forfait. Donc bien sûr, Camille, il y a des services de 4 ou 3 heures selon ce que disent les conventions collectives, mais c'est distinct de la rémunération qui est prévue dans la convention collective. On a une question de Marine aussi à 10h21 en favori, sur les minima étendus ou non. Alors, en fait, cette histoire d'extension, ce n'est pas propre au minima, c'est le fonctionnement même d'une convention collective. J'essaye d'être précis et rapide. Première étape, les partenaires sociaux, syndicats de salariés, syndicats d'employeurs, négocient, créent, rédigent une convention collective. Bien. Par défaut, elle va s'appliquer, cette convention collective, d'application obligatoire, elle va s'appliquer aux employeurs qui sont adhérents de l'une des organisations patronales qui a négocié la convention. Ça, c'est sûr. Ils sont adhérents, donc ils respectent ce que disent les organisations, les syndicats d'employeurs. Mais les partenaires sociaux qui ont rédigé cette convention collective peuvent décider de la rendre obligatoire pour toutes les entreprises du champ, y compris celles qui ne sont pas adhérentes des organisations patronales. Pour ce faire, ils demandent au ministère du Travail d'étendre cette convention collective, de signer un arrêté d'extension. Et à partir du moment où il y a un arrêté d'extension qui a été signé, bien cette convention collective s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche concernée. Eh bien, ce mécanisme, il est le même à chaque fois qu'il y a une évolution de la convention collective, telle qu'un avenant salaire. Voilà. Je vous renvoie après aux vignettes qu'on a présentées, mais l'explication est là. On a une question aussi de Sylvia dans les favoris qui nous demande, pour une structure qui applique la convention collective 1285, peut-on embaucher un chef de chœur pour seulement 2 heures de répétition? Alors Sylvia, mea culpa. Je ne connais pas toutes les conventions collectives par cœur encore. J'y travaille, mais pas encore. Et donc là, franchement, vous posez une question très précise. Je saurais où aller chercher, mais là, dans la seconde, je ne peux pas vous répondre. Il faut aller voir évidemment la convention collective,
regardez dans quelle situation vous êtes. Est-ce qu'on est sur un orchestre à nomenclature, un orchestre sans nomenclature? Est-ce que c'est des musiques actuelles ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Et allez voir ce qui est prévu pour un chef de chœur pour les répétitions. De mémoire, pour les musiciens, les répétitions sont payées au cachet dans cette convention collective-là. Et donc, c'est un forfait qui est dû pour un service de répétition de X heures, je ne sais plus s'il est de 3 ou 4 heures. Voilà ce qui est prévu dans le texte de mémoire. Alors, il y a de nombreuses questions sur la partie cachet et les répétitions aussi. Une question de Pauline à 10h28. Alors, Pauline a une question très précise, mais si on peut résumer à la fin de sa question, les cachets de répétition peuvent-ils être déclarés 12 heures pour les artistes dramatiques? Alors, donc, premier point, que dit la convention collective, hein, on se souvient de ça. Bien. Ensuite, il faut bien distinguer ce que le temps que va travailler l'artiste durant les répétitions et les modalités déclaratives. La question que vous posez, c'est les cachets de répétition peuvent-ils être déclarés 12 heures pour les artistes dramatiques? On ne déclare pas 12 heures un cachet de répétition. J'ai rappelé tout à l'heure que cette notion de 12 heures ne concernait que le calcul de Pôle emploi, de France Travail. Pardon. Donc, il n'y a pas de cachet déclaré 12 heures. Soit vous déclarez un cachet pour un artiste dramatique et sur votre AEM, vous savez, l'attestation employeur mensuelle, sur votre AEM, dans la colonne cachet, vous indiquez un cachet. Et France Travail traduira automatiquement ce cachet en 12 heures. Soit, pour une raison X ou Y, vous déclarez un nombre d'heures. Donc, dans la colonne nombre d'heures de votre AEM, et dans ce cas-là, eh bien, c'est ce nombre d'heures-là qui sera pris en compte par France Travail. Il y a une question de Mariek qui rejoint un peu toujours le même sujet. Hein. Si on prévoit par exemple 6 heures de répétition, doit-on déclarer obligatoirement 2 cachets de répétition? Mariek, je ne peux pas répondre à votre question. Il faut aller voir ce que dit la convention collective sur les modalités déclaratives des répétitions. Est-ce que c'est des cachets? C'est la plupart du temps. Est-ce que ça doit être déclaré en heures? C'est un cas à la marge dans certains cas des entreprises artistiques et culturelles. C'est marqué dans la convention collective. Je suis désolé, mais je ne les connais pas toutes par cœur et je ne veux pas dire de bêtises. Donc, allez voir dans le dernier avenant salaire et regardez ce qui est prévu. Voilà, quelle est la durée prévue pour une répétition? Est-ce qu'un service de répétition dans votre branche, c'est prévu pour un volume de 3 ou de 4 heures? Bon, très bien. Et ensuite, vous les déclarez comme indiqué. Gérard nous demande comment sait-on qu'une convention collective a été étendue? Ah, c'est très simple. Quand vous regardez sur Légifrance, vous allez chercher votre convention collective, vous l'ouvrez, et c'est marqué en haut du texte. Alors, pour le texte de base, c'est marqué convention collective étendue le, et il y a la date. Et quand vous allez sur les avenants salaires, c'est pareil. Vous allez sur le dernier avenant salaire et vous voyez, c'est marqué, par exemple, l'article 1, salaire pour les artistes musiciens, étendu le, c'est marqué. Donc, si c'est marqué, ben, il y a étendu telle date. S'il y a marqué non étendu, ben, c'est marqué non étendu. Je n'ai plus de questions dans les favoris, donc si vous avez encore d'autres questions, on va basculer sur le chat classique, traditionnel. Il n'y a plus d'autres questions. On peut en profiter pour vous rappeler, j'avais mis un petit mot au début de chat. Si vous avez des suggestions de thèmes pour les prochains webinaires, en lien évidemment avec la protection sociale et nos secteurs, vous pouvez nous en faire part également sur le chat. Du coup, là, je balaye un peu les questions. Là, il y a Mariek qui revient donc à 10h30 sur la rémunération à l'heure des artistes n'est pas autorisée, point d'interrogation, en création par exemple. Le principe, c'est que les artistes sont rémunérés au cachet. C'est ça qu'il faut vraiment retenir, hein. Sauf bien sûr un artiste qui serait mensualisé. Bon, c'est pas l'objet de la question. Donc, vous les payez au cachet, c'est-à-dire que il a travaillé tel jour, c'est peut-être une représentation, dans ce cas-là, à vérifier, mais vous déclarez un cachet avec la rémunération qui est donc, au moins celle qui a été convenue dans
dans les avenants salaires. Yvan à 10h34 nous demande dans la convention collective 3090, y a-t-il un salaire minimum à respecter pour un cachet? Oui, bien sûr. Regardez la vignette que j'ai présentée tout à l'heure. Hein, on était bien dans la convention collective du spectacle vivant et j'ai fait une copie d'écran pour l'annexe 1 et vous voyez bien, il y avait bien les minima de salaire pour en l'occurrence les artistes dramatiques et j'expliquais que les minima étaient différents selon, pour cette annexe 1, hein, la taille de la salle et le nombre de représentations dans le mois. Donc bien sûr qu'il y a des minima dans la 3090 pour les emplois artistiques, évidemment, oui, oui. Pauline à 10h35 pardon, qui nous pose une question, je pense. Il y a une différence entre cachet et service de répétition. Alors voilà, en fait, elle est bien cette question, Pauline, parce qu'en fait, c'est ça le point. La confusion, elle est souvent sur le vocabulaire. Alors, le cachet synonyme, un cachet, c'est synonyme de salaire. Donc, quand on parle de cachet, c'est un salaire de X euros. Un service de répétition, c'est un moment de travail. Encore une fois, je répète, une convention collective peut prévoir que les services de répétition sont des services de 3 heures, par exemple. 3 heures. Ça veut dire que quand on convoque un artiste, des artistes pour un service de répétition, on les convoque pour 3 heures, par exemple de midi à 15 heures. D'accord? Pour ce service de répétition, pour ce moment de répétition, la convention collective peut prévoir un salaire minimum, la plupart du temps un cachet. Voilà le distinguo. Alors, Mariek nous pose une autre question. Si un artiste participe au montage, doit-il être déclaré en tant que technicien? En rue, par exemple, c'est fréquent. Ce qu'elle nous fait remarquer. Oui, je vois bien. Il faut se conformer à la réalité. Donc, en effet, vous avez un artiste de cirque, ok, voilà, il est artiste de cirque, très bien. Quand il joue en tant qu'artiste de cirque, il est déclaré en tant qu'artiste, il perçoit le cachet qui va bien. Si à un moment donné, dans la même troupe, dans la même structure, il intervient en tant que technicien, c'est un autre emploi. Donc il y aura un autre contrat de travail et il y aura une autre rémunération. Donc la réponse est oui, Mariek, en effet, on est sur 2 fonctions distinctes, donc on déclare deux fonctions. Sylvia, qui se permet une deuxième question. Vous avez le droit de poser des questions, hein, Sylvia, ce n'est pas limité en quantité. Il n'y a pas de limite. Toujours sur la convention collective 1285, pour les techniciens, elle voit uniquement des minima au mois par échelon et par groupe. Elle n'a pas très bien compris comment savoir à quel emploi elle fait correspondre, quel échelon et quel groupe. Pour un régisseur général cadre, quel est son minimum horaire? Ok, alors, dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, la 1285, les minima de salaire, pour ce qui est des permanents, hein, c'est le grand tableau, la rectangulaire, il y a effectivement des minima par échelon. Et donc l'échelon, c'est en quelque sorte le niveau de compétence, en fait. Hein. On peut avoir tel poste, et puis on peut entrer dans l'entreprise sur tel poste, ça c'est sûr, mais sur tel ou tel échelon, plus ou moins élevé, selon, alors déjà ce qui a été négocié à l'embauche, évidemment, mais selon sans doute l'expérience, la compétence, le niveau, quoi. Donc ça, c'est à négocier à l'embauche. Et sinon, si vous ne trouvez pas les minima de salaire directement horaires pour les emplois techniques, donc en tant qu'intermittent, pas en tant que permanent, hein, ben, il suffit de diviser en fait le montant mensuel par le nombre d'heures au mois et de faire la remultiplication par le nombre d'heures par jour. Véronique à 10h38 qui nous demande, dans le cadre d'ateliers de cours, est-ce que le comédien est payé sur la base horaire définie sur la convention? Alors là, vous parlez de cas de figure donc d'artistes, en l'occurrence d'artistes dramatiques, qui interviendraient en tant que pédagogue, hein, on est d'accord? Donc pas du tout en tant qu'artiste. Donc là, soit la convention collective prévoit des minima pour cette fonction, hein, enseignant, milieu scolaire, et dans ce cas-là, on suit ce qui est marqué.
s'il n'y a pas de minima précisément pour ce poste, on part sur le SMIC. Il n'y a plus d'autres questions. Il y a quelques petites remarques pour des thèmes, mais je n'ai pas noté d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour. Okay. Ah, peut-être une qui est arrivée. Ah, il y a Anne-Laure, là, juste là, il y a la minute, prochain webinaire, où se renseigner. Les webconférences, en fait, on les communique une semaine avant sur les réseaux sociaux. C'est notre équipe de com qui s'occupe de ça. Donc, il vous suffit de vous abonner en fait sur la page LinkedIn, par exemple, d'Audience, et vous avez l'information. Pauline à 10h40 qui revient sur le cachet de répétition d'artistes dramatiques. Elle ne comprend pas que 2 services de 4 heures aient une durée maximale cumulée de 6 heures. Alors, je ne sais pas exactement, mais je peux imaginer que les partenaires sociaux ont convenu que quand il y avait une journée avec 2 services, comme c'était donc 2 services, 2 périodes de répétition, eh bien, comme il y en avait 2, quand bien même un service était a priori un service de 4 heures, comme là, il y en a 2 dans la même journée, ben, ils ont réduit le volume horaire, voilà, parce qu'ils ont considéré, les partenaires sociaux, que 2 fois 4 heures était trop pour une journée de répétition. Voilà. Nathan à 10h40, dans une convention collective, quand il est indiqué cachet initial pour un service de 3 heures, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on peut bien, enfin, je suppose qu'il veut dire, on peut déclarer l'artiste au cachet et non pas en heure. Oui, Nathan, c'est exactement ça. Dans la convention collective, dès lors qu'il y a marqué rémunération au cachet pour soit une représentation, soit une répétition, on déclare bien un cachet. Et donc, sur l'AEM et sur le bulletin de salaire, il n'y a pas de notion d'heure. France Travail fera son travail, justement, fera sa traduction. C'est dès lors qu'on déclare un cachet. Et Mylène qui demande, pouvons-nous payer un cachet pour un artiste en heure? Mylène, il faut aller voir ce qu'indique la convention collective. Les conventions collectives indiquent systématiquement, pour ce qui est des représentations, dans tous les cas, que les artistes sont payés au cachet et non pas en heure. On a fait le tour des questions. J'en vois plus qui arrivent. OK. Donc, on a dû répondre à toutes les questions, a priori. Parfait, parfait. Mais écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Philippe, pour ton aide précieuse. Merci, Pascal. Merci à tous. Excellente journée et on se retrouve vraisemblablement, on va se retrouver mi-mars, étant donné que manifestement la loi de financement de la sécurité sociale sera enfin passée. J'allais dire votée, mais c'est plutôt passé. Et donc, on fera un petit point sur les dernières évolutions, enfin les changements sur 2025 en matière de paye. Voilà, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir, merci.